Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes notamment l'auteur de l'histoire intellectuelle et politique du sionisme. On peut aussi rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, et il ne faut jamais l'oublier, que vous avez coordonné le livre Les territoires perdus de la République, mais nous vous recevons aujourd'hui pour ce petit livre. Alors, dans la fameuse collection Que sais-je, que les étudiants connaissent, mais qui est une mine pour absolument tout le monde et qui permet de faire le point sur un sujet. Et ce livre, c'est Les origines du conflit israélo-palestinien, 1870-1950. C'est extraordinaire de se replonger en fait dans les origines véritables de la création de l'État d'Israël et de ce conflit dont nous voyons aujourd'hui qu'il est à nouveau en train de prendre une très mauvaise tournure. Alors peut-être pour commencer, on va revenir au début en fait, aux toutes premières implantations, à cette terre. Décrivez-nous un petit peu l'état des lieux dans la deuxième moitié du XIXe siècle, sur cette terre qu'on appelle alors la Syrie du Sud, Voilà, c'est ça. Beaucoup plus d'ailleurs que la Palestine. Exactement. La Palestine, le mot n'est quasiment pas en usage dans la seconde moitié du 19e. Il le sera au fin 19e et surtout début 20e. Alors, la décrire, disons vers 1850-1880, cette Palestine, c'est d'abord quelque chose de très flou sur le plan des frontières. Il n'y a pas de véritable frontière, ça appartient à l'Empire ottoman. Dans l'acception géographique, ça correspond actuellement aux États du Liban, de Syrie, de Jordanie, d'Israël et de Palestine. C'est donc un très vaste ensemble. C'est un ensemble très peu peuplé. Il y a peu de population sédentaire, beaucoup de population nomade, bédouine. Dans ce qu'on appelle la Palestine mandataire, c'est-à-dire de la mer au Jourdain, l'actuel territoire disputé entre Israéliens et Palestiniens, on a à peine 500 000 habitants. C'est très faiblement peuplé. Les côtes sont relativement désertes, c'est la malaria qui infeste les côtes, donc c'est sur les hauteurs. Et il y a une chaîne de hauteur qui va de Jenin, il faut s'imaginer, on n'a pas de carte ici, mais de Jenin à Hébron, au sud, par laquelle passe Jérusalem, qui est à 800 mètres de hauteur, et c'est là que se concentre la population. D'abord, il y a de l'eau, et puis ce sont des régions plus salubres. C'est une région d'islam sunnite, largement majoritaire, mais excepté la poche chiite, évidemment, du Liban Sud. Bon. Et il y a en gros une répartition suivante. Il y a à peu près 88% d'Arabes musulmans sunnites et 12% d'Arabes chrétiens, à peu près, 90-10 en gros. Et il y a une communauté juive. Bon, une communauté juive qui est là depuis très longtemps, depuis toujours en fait, depuis les origines. Depuis les origines, bien sûr, qui a d'ailleurs parlé longtemps l'araméen, puis ensuite qui s'est mis à parler l'arabe quand au moment de l'invasion arabe du 7e siècle, comme d'ailleurs tous les gens de la région, dont beaucoup sont convertis à l'islam. Et cette communauté juive qui s'est enrichie d'un certain nombre d'apports religieux et passionnistes, il ne faut pas faire d'anachronisme ici, tout au long des siècles, vers 1870. C'est pour ça d'ailleurs que je commence le livre en 70, qui étonne beaucoup de lecteurs ou de journalistes. Pourquoi 70 alors que d'habitude on le fait commencer plus tard, le conflit? Oui, c'est parce que de cette communauté juive, qui est séfarade, il faut le préciser, de Palestine, il y a une communauté ashkénaze, mais elle ne participe pas du tout à ça, naît un renouveau de la langue hébraïque en créant des journaux en langue hébraïque dès 1863. C'est très important cette date là-dessus. Et 1870, c'est les deux principaux titres qui vont donner naissance, qui vont embrayer, disons, sur un renouveau national, sur l'idée qu'on peut recréer la nation juive à partir de la langue étant l'ossature de ce peuple. Et c'est à partir de là qu'on peut dire que naît la question sioniste avant même que le mot soit forgé à la fin du XIXe siècle. Et avant même que Herzl et son congrès sioniste prennent le relais également en 1897 à Bâle. Donc cet ensemble-là, si vous voulez, c'est un ensemble d'où surgit vers 1870 un petit renouveau, une pousse très frêle de renouveau hébraïque qui va donner naissance à une nouvelle question nationale dans l'Empire ottoman. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien dans votre récit, il y a en effet cette base qui est déjà implantée et ensuite les différentes vagues de peuplement, Oui. d'immigration juive, et que ça crée d'ailleurs des divergences dans le point de vue que tous ces gens peuvent avoir Absolument. sur la nature de ce que serait une implantation nationale juive. Oui, il y a des divergences. D'abord, il y a des divergences entre ces sionistes, on va les appeler comme ça, qui arrivent pour l'essentiel de l'Empire russe. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on dit l'Empire tsariste russe, c'est
plus de 70% des Juifs du monde, pas d'Europe, mais du monde. Bon, quand ils arrivent avec les Yéménites, la première vague en 1881, ils n'ont pas du tout une visée nationale. Ils ont comme visée, eux, de vivre mieux et de fuir les pogroms. Les pogroms qui, je le rappelle, commencent en 1882 après l'assassinat du tsar. Bon. Mais ceux qui arrivent après, ce qu'on appelle la deuxième vague, la troisième vague, sont très marqués par les idéaux socialistes et marxistes de la Russie révolutionnaire. Ceux-là entendent avoir un projet national. Et comment vont-ils s'entendre avec la vieille communauté? Bien, il y a deux attitudes. Avec la vieille communauté ashkénaze, qui est très orthodoxe au sens religieux, c'est la guerre. Les orthodoxes, que ce soit en Palestine ou que ce soit en Europe, réprouvent absolument le sionisme. Pour eux, c'est une hérésie. C'est la reprise de l'hérésie de Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle. Bon, c'est le faux Messie, si vous voulez. Herzl se prend pour un Messie et il va nous conduire à la même catastrophe qu'au XVIIe siècle. Mais pour la vieille communauté juive séfarade, qui est arabophone souvent, alors là, il y a convergence en matière de but, à savoir l'hébreu, la rénovation hébraïque et la rénovation nationale, mais pas forcément convergence en matière de relations avec les Arabes. Les uns sont arabophones et ont de bonnes relations globalement avec la communauté arabe, arabo-musulmane. Les autres sont complètement étrangers, et ça restera des mondes étrangers. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est de comprendre en effet les différences qu'il peut y avoir entre ces populations juives, d'où qu'elles viennent, et les populations arabes. Parce que ce que vous montrez, c'est une différence de développement qui crée en fait un fossé progressif, avec en plus la question de la terre, du prix de la terre, qui est absolument majeure dans cette histoire. La question foncière est majeure. Alors effectivement, ce sont deux mondes qui n'ont pas grand-chose de commun, qui vont se côtoyer avec l'arrivée des sionistes de Russie. Ces gens qui arrivent de Russie, d'abord, sont des gens jeunes, sont des gens de 20 ans, 25 ans, etc., sont des gens qui sont très largement pénétrés des idéaux des Lumières. Ce sont des gens qui ont rompu avec l'orthodoxie, qui ont rompu avec la yeshiva, avec la Torah, etc., qui restent fondamentalement juifs, mais d'une autre façon que leur père, par le biais national. Mais imbibés de l'esprit des Lumières, ce sont des lecteurs, souvent ils sont polyglottes d'ailleurs, des lecteurs en français d'un Condorcet ou d'un Diderot, etc. Ils ne peuvent pas avoir de langage commun avec une société arabo-musulmane sunnite qui est profondément traditionnaliste, religieuse, profondément islamique, et qui est profondément clanique. Ça, c'est très important. Oui. C'est-à-dire c'est une société très archaïque dans son modèle, et ces deux mondes-là ne peuvent pas se comprendre. Ajouter à cela la modernité des mœurs du côté des Russes, et par exemple le statut de la femme, qui choque profondément la société musulmane. Et on voit même en termes d'alphabétisation des différences très importantes. Quand vous citez les chiffres d'alphabétisation, on s'aperçoit que les populations arabo-musulmanes sont très peu alphabétisées, les Arabes chrétiens beaucoup plus, et j'aimerais bien comprendre ce qui explique cette différence. Et ensuite, les populations juives sont beaucoup plus alphabétisées. Absolument. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que vers la fin du 19e, on a des Arabes musulmans alphabétisés à 20-23% pour les hommes. Oui. Pour les femmes, c'est zéro. Oui. Pour les Arabes chrétiens, c'est de l'ordre de 60-70%. La différence est quand même énorme. Mais oui, c'est très frappant. Et pour les Juifs, c'est de 90-95%. Toujours pour les hommes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, du côté des Juifs d'Orient, par exemple, l'alphabétisation est très faible. La différence entre Arabes chrétiens et Arabes musulmans, c'est que les Arabes chrétiens ont très tôt bénéficié des écoles religieuses, souvent venues d'Europe. Il y a tout un réseau scolaire ici qui a joué son rôle. L'Europe a joué son rôle depuis le XVIe siècle, et elle a contribué à alphabétiser les enfants arabes chrétiens. Chez les musulmans, ce n'est pas du tout le cas. Et même à la veille de l'indépendance d'Israël ou de la Nakba des Palestiniens, vous avez un village sur deux en Palestine qui n'a pas d'école. Oui. Alors que ça n'existe pas du côté juif. Donc c'est un fossé considérable. C'est un peu, si vous voulez, comme si l'Europe des Lumières rencontrait la France de Louis XIII. C'est ça, et évidemment, on voit bien à quel point ça crée du ressentiment. Et c'est là que se joue la question foncière, parce que vous expliquez bien que, en fait, les prix de la terre augmentent terriblement. Oui. Que les Juifs qui arrivent peuvent acheter cette terre, et qu'on a une espèce de cercle vicieux dans lequel les Arabes musulmans ont l'impression d'être dépossédés de leur terre, eux-mêmes pourtant les vendent aux immigrants juifs, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils ont l'impression qu'ils se font en fait grignoter leur territoire de cette façon-là. Alors c'est deux choses différentes. Il y a une spéculation sur la terre dans la mesure où il y a une demande juive. Évidemment, il est très facile à ce moment-là de faire augmenter le prix de la terre. Et on va avoir une augmentation sur 50 ans de 5000%, quelque chose de considérable. Qui vend la terre? Vendent la terre essentiellement les grands propriétaires au début.
Bon, grands propriétaires absentéistes qui habitent Beyrouth, qui habitent Damas, qui habitent même souvent les capitales occidentales, qui vendent la terre et qui s'enrichissent énormément. Mais pourquoi est-ce que les paysans arabes, les fellahs arabes, vendent la terre? Alors, ce n'est pas du tout forcément par appât du gain, parce que les prix sont très élevés. C'est plus complexe que ça. C'est parce que la propriété collective de la terre a été modifiée par le Code foncier ottoman de 1858, oui, qui introduit l'économie capitaliste dans une économie collective. Ça veut dire que les parcelles collectives sont divisées entre différentes familles du village, ça devient des parcelles individuelles, et une parcelle individuelle, on peut l'acheter. Un terroir collectif, on ne peut pas l'acheter. À partir du moment où la parcelle individuelle est achetable, le paysan va tenter de survivre comme il le peut, mais ce qu'il faut bien préciser, et je le précise dans le livre, c'est très important, c'est que le taux de métayage est de 50%. Oui. C'est considérable, c'est un étranglement. Quand le paysan palestinien 1890, 1920, 1930 connaît des conditions de vie un peu meilleures sur le plan sanitaire parce que l'arrivée des Juifs a amélioré l'hygiène, l'eau en particulier, et même la médecine. Je rappelle que le premier hôpital moderne au Proche-Orient, c'est Hadassah à Jérusalem, 1920, et les dispensaires juifs soignent juifs et musulmans. Il n'y a pas de discrimination, ils soignent tout le monde. Donc là où il y a du peuplement juif, la mortalité infantile chute radicalement. Et quand vous comparez ça, qui est intéressant, il faut comparer avec les statistiques anglaises en Égypte, les statistiques françaises en Syrie. La mortalité infantile dans les années 20 dans ces deux pays-là ne baisse pas beaucoup. En Palestine, elle baisse drastiquement. La conséquence, c'est que le paysan qui avait 6 enfants et qui en gardait 2 à l'âge du mariage, celui-là, il en garde 4 désormais. C'est-à-dire que la parcelle devient trop petite pour nourrir tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va louer une parcelle voisine. Donc il s'endette. Mais l'endettement, ce n'est pas les taux bancaires d'aujourd'hui. Mais oui, c'est de l'usure. C'est 30% de taux d'usure. Donc d'une année sur l'autre, il ne s'en sort plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend. C'est pour ça qu'il vend. Et en vendant, qu'est-ce qu'il devient? Mais il devient un ouvrier agricole. Et comme il n'y a pas assez d'emplois, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'agglutiner dans les bidonvilles. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le premier épisode de révolte armée contre les Anglais et contre les sionistes, c'est Ezzedine Al-Qassam, le fameux Al-Qassam, aujourd'hui on connaît les brigades Al-Qassam de Gaza, ça vient de là. Ezzedine Al-Qassam, qui est un prédicateur musulman de très grand talent, de grande intelligence, qui recrute où? Qui recrute dans les bidonvilles de Haïfa, là où s'est agglutinée la population rurale dépossédée. C'est parmi les pauvres et les va-nu-pieds qui va recruter ses premières troupes. Donc, si vous voulez, cette vente de terre, et vente de terre pas forcément à des juifs d'ailleurs. Je rappelle quand même que les ventes de terre aux juifs, c'est 30%, les ventes de terre aux arabes, c'est 70%. Ces ventes de terre entraînent une paupérisation, enfin, du moins sont la conséquence d'une paupérisation totale qui va aggraver le climat, ou en tous les cas, accentuer le climat révolutionnaire. Et dernier élément, si on peut dire, dans cette mécanique infernale, c'est l'attitude de la Grande-Bretagne. Puisque après la chute de l'Empire ottoman, on a donc les mandats de la France et de la Grande-Bretagne qui se partagent ce territoire qui, en fait, vous l'avez dit à l'instant, était un territoire unique, avec des grandes familles, etc. Tout cela est partagé. Et le rôle de la Grande-Bretagne qui n'arrive pas, en fait, à penser le problème et à endiguer la violence, est essentiel aussi. C'est essentiel depuis les fameux accords secrets Sykes-Picot, où les impérialismes français et anglais se partagent le Proche-Orient sans demander l'avis à qui que ce soit, évidemment. On est vraiment dans un acte de brigandage impérialiste. Il faut appeler les choses par leur nom. Oui, donc la France prend la Syrie, et le Liban, et la Grande-Bretagne prend la Palestine, l'Irak, voilà. Ce qui s'appelle la Transjordanie. Pas encore. Alors, c'est pas encore la Transjordanie. C'est toute la Palestine et l'Irak. Voilà. Alors, en fait, les Anglais, que veulent-ils? Ils veulent prendre pied au Proche-Orient, parce qu'ils savent que l'Empire ottoman va perdre la guerre. Ils veulent prendre pied au Proche-Orient pour 2 raisons. Ils ont besoin de cet axe sur la route des Indes, qui est le morceau numéro 1 de leur empire, et ils veulent un arrière-pays pour le canal de Suez. Ils tiennent le canal de Suez depuis 1882, mais c'est fragile. Donc, ils ont besoin de la Palestine. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se servir du mouvement sioniste et de la construction d'un foyer national juif en Palestine pour prendre pied en Palestine, c'est-à-dire ils vont s'en servir comme d'un alibi. Nous ne pouvons pas partir de Palestine parce que nous avons un mandat de la Société des Nations, 1922, pour édifier ici un foyer national juif, pas dans toute la Palestine, mais dans une partie de la Palestine. Ils vont cyniquement jouer, et quand je dis cyniquement jouer, c'est qu'ils vont multiplier les promesses aux uns et aux autres, qu'il faut qu'à un moment donné, eh bien, il faut les acquitter. Et là, tout d'un coup, ils ne peuvent plus acquitter. Oui, quand on lit votre récit,
d'une année à l'autre, dans un intervalle de 2 ans, on a un discours radicalement différent. Oui. C'est à ce point-là, je pense que dans l'histoire, ça se voit assez rarement. Une puissance comme la Grande-Bretagne qui oscille, qui dit tout et son contraire. Absolument. C'est-à-dire que la classe politique anglaise elle-même n'est pas d'accord là-dessus. Elle est déchirée sur le problème. Il y a une petite partie de la classe politique anglaise qui est franchement philo-sioniste, pas uniquement par calcul cynique, mais par messianisme anglican. Ils voient vraiment dans le retour des Juifs en terre d'Israël la première étape de la parousie, du retour du Christ sur la terre. Ceux-là sont vraiment sincères. Balfour en fait partie. Bon. Mais c'est une minorité. La grande majorité de la classe politique britannique est profondément antisioniste et même antisémite. Oui, on le voit bien, bien dans l'administration. Bon. Mais effectivement, vous avez raison, ils se démènent dans des contradictions sans fin. Ils ont besoin de s'appuyer sur le foyer national juif, mais ils ne peuvent pas se mettre à dos la majorité arabe, d'autant que la majorité arabe, ce sont des États qui vont devenir indépendants, et où le pétrole, dans cette région, a été découvert en 1908, en Irak, puis bientôt en Arabie saoudite. Or, l'Arabie saoudite, elle, qui a pris la succession de Hussein, elle est indépendante. Donc ils sont tiraillés entre oui aux projectionnistes parce que c'est notre raison d'être ici, mais non parce qu'on ne peut pas se mettre à dos le monde arabe, d'autant qu'au fur et à mesure que les tensions montent en Europe avec Hitler, on sait que la guerre se rapproche, même si les Anglais n'y croient pas, après Munich ils y croient. Et donc à ce moment-là, il est clair qu'entre les Juifs et les Arabes, il faut choisir, et que les Juifs, de toute façon, comme le disent cyniquement certains Anglais, nous seront toujours fidèles, les Arabes, non. Donc ils abandonnent toute la déclaration Balfour en 1939, et ils édictent ce fameux livre blanc 39, qui est pour le sionisme la fin de leur histoire. C'est ça, les dirigeants sionistes considèrent ça comme la plus grande trahison, parce que, en gros, il s'agit d'expliquer qu'il est hors de question d'avoir un État juif, que tout ça va se jouer à l'intérieur d'une Palestine. Mais il y a un autre élément peut-être sur lequel il faut faire un point, c'est le rôle aussi très complexe du grand moufti. Parce que là aussi, on voit, qui d'ailleurs, parfois, qui est obligé de s'exiler, et le rôle des Français, là, est peut-être pas non plus totalement... Oui, il s'agit de torpiller un petit peu les Anglais, Absolument. Donc s'ils peuvent avoir quelques difficultés, c'est tout aussi bien. Donc tout le monde joue sa partition là-dedans de façon cynique, sordide. C'est totalement cynique, toute cette histoire, effectivement. Le moufti, ce qui est très intéressant, qui va devenir l'ennemi numéro 1 de Londres, il a été placé là par les Anglais. En 1921, le moufti de Jérusalem meurt. Il est pris en général dans la famille des Husseini. C'est une société clanique où il y a 6 grandes familles qui dominent la Palestine et qui se partagent les postes. Bon. Les Husseini, c'est la plus puissante autour de Jérusalem. Traditionnellement, le moufti, principal dignitaire religieux de la région, c'est un Husseini. Le moufti meurt, eh bien, on va en élire un nouveau. C'est la procédure. Il se trouve qu'il y a 4 candidats et que Amin al-Husseini, qui est d'ailleurs le demi-frère du défunt, tout ça se passe en famille, Amin al-Husseini arrive en 4e position, donc il est battu. D'ailleurs, il est très jeune, il a 26 ans, il n'a pas les diplômes coraniques nécessaires, il n'a pas encore vraiment étudié profondément. Les Anglais vont bafouer le résultat du vote et vont dire « c'est lui qu'on veut ». Ça sera Amin al-Husseini. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus qu'avec la famille Husseini, on tiendra la Palestine, on aura de l'ordre. Bon. Et Amin al-Husseini va jouer son jeu, sa partition, comme les autres d'ailleurs. Et il va très vite comprendre, et l'homme est un pragmatique et intelligent, il va comprendre que la notion de nation au sens occidental du terme ne dit rien à des masses analphabètes rurales qui ne comprennent strictement rien à ce mot de patrie et de nation. Quand on leur demande, ça c'est très important, qui êtes-vous et quels sont vos cercles d'affiliation, ils disent je suis de telle famille, de tel village et de tel Hamoula. Ça c'est très important, le mot clan. Je suis de tel clan, parce qu'un village, c'est plusieurs clans. Et la différence de pouvoir entre les clans, c'est la propriété foncière. Et en dernière instance, ils ne diront pas « je suis syrien ou palestinien ou libanais », ils diront « j'appartiens à la Oumma ». La Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. C'est ça, là. Ça n'a rien à voir avec la notion de nation au sens de la Révolution française. Donc c'est en effet essentiel parce qu'on s'aperçoit à quel point c'est un choc entre deux visions de l'organisation politique et sociale. Et les Occidentaux ont apporté une vision qui était totalement extérieure à ce territoire. C'est exactement ça. Je termine d'un mot sur le grand moufti et je reviens sur ce que vous venez de dire sur les 2 visions différentes de la société. Le moufti qui joue sa partition comprend dans les années 20 que la nation ne dira rien à personne, mais que l'islam fédérera le combat. Donc il va cristalliser le combat sur l'islam, mais comment cristalliser le combat antisioniste sur l'islam ? Sur Jérusalem. Et pourquoi Jérusalem ? Parce que là, les 2 grandes religions se rencontrent, mais où à Jérusalem ? Sur le mur.
Exactement. Bon, et les tensions sur le mur, il les fait monter artificiellement à partir de 28-29. Ça débouche sur des pogroms épouvantables, d'ailleurs où les victimes sont des orthodoxes et pas des sionistes. Et puis c'est tout l'enclenchement jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous vouliez revenir sur la... Je reviens sur le fait, vous avez tout à fait raison de dire que ce qui est frappant dans ce conflit, qui a 1000 aspects, c'est l'aspect de l'affrontement entre une société moderne de type occidental et de type horizontal, précisément, face à une société clanique, archaïque et de type vertical. Et d'une certaine façon, la victoire israélienne de 48, on présente toujours le petit David qui a surmonté le Goliath arabe, ça fait partie des légendes, ça fait partie de la mythologie. Ça. Globalement, c'est vrai que les Juifs sont en situation numériquement très inférieure face aux peuples arabes autour. Mais en termes militaires, ce n'est pas tout à fait vrai, mais surtout en termes d'organisation, l'efficacité à l'occidental et l'organisation occidentale est nettement plus probante sur le terrain qu'une société rurale qui ne sait pas s'organiser encore et qui n'a pas appris les codes du monde moderne. C'est ça la victoire de 48. C'est la victoire du monde moderne sur une société archaïque. Et en fait, on le voit aussi dans les déferlements de violence, parce qu'on voit dans votre récit à quel point la violence, elle est là dès le départ. Oui. Et elle s'attaque à des civils, dans des massacres qui sont absolument épouvantables. Oui. Oui. Et qui fleurissent comme ça à intervalles réguliers, et dont on sent bien qu'à chaque fois, on franchit un cap dans la haine, dans l'impossibilité de trouver une solution. C'est ça. C'est ça qui est frappant. Dès 1920, les premières émeutes, c'est 1920, 20, 21, 29, et d'ailleurs, 2 des 3 émeutes, c'est Jérusalem comme épicentre, toujours par la volonté du Moufti, pas par la volonté des sionistes, qui sont encore une fois des sionistes de cette époque-là laïques. C'est des gens que Jérusalem indiffère. Un Ben Gurion, un Katznelson, fondateur du grand syndicat juif Histadrut, ne vont pas à Jérusalem avant la 7e année de leur présence en Israël. Pourquoi ? Parce que le mur, ça ne leur dit rien. Ils ont une grande culture biblique, mais ce ne sont pas des gens qui respectent la Torah, les mitzvot, etc. Bon. Et effectivement, ce qui est frappant, c'est la gradation en matière de cruauté. Mais je n'ai pas voulu abasourdir le lecteur avec ce que j'ai lu dans les archives, mais c'est épouvantable ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de massacre en massacre, les Juifs ont conclu qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, qu'il faut divorcer complètement. Et c'est ce qui va expliquer très largement les événements de 48 et la Nakba. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les Arabes disent à la communauté juive « nous ne voulons pas de vous et nous ne voulons pas vivre parmi vous », ça s'est retourné contre eux, au sens où, quand les armes israéliennes ont été les plus fortes, eh bien, les Israéliens ont expulsé les villageois près des frontières parce qu'ils y voyaient un ennemi de l'intérieur qui demain serait une menace directe sur leur population. Et puis on voit aussi dans tout votre récit le processus d'abandon des Palestiniens, c'est-à-dire au fur et à mesure que autour des États-nations se construisent, au fur et à mesure que les frontières se dessinent sur ce territoire qui au départ était un territoire indéterminé, on voit comment les Palestiniens petit à petit deviennent, pour le reste des populations arabes et des pays arabes, un problème plus qu'autre chose, et qui se retrouvent finalement les dindons de la farce. Oui. Alors vous avez raison de dire un problème plus qu'autre chose, parce que ces pays arabes environnants, la Syrie, la Transjordanie, qui va devenir la Jordanie, l'Égypte, sont des alliés des Occidentaux. Et ils ne veulent pas compromettre leurs relations avec les Anglais, de très longue date. Bon. Donc si les Palestiniens deviennent une embûche dans leurs relations avec les Anglais, ils vont sacrifier les Palestiniens. Mais surtout, quand les Palestiniens se voient de plus en plus sur la défensive à partir du printemps 48, on va voir l'Égypte et la Transjordanie finalement renoncer à l'idée d'une Palestine indépendante et lorgner vers les territoires arabes de Palestine. Bien sûr. Et surtout, quand l'ONU décide le partage en 2 territoires, la Transjordanie n'a qu'une ambition, c'est de s'emparer de la Palestine arabe, et l'Égypte de s'emparer du Negev et de Gaza. D'ailleurs, on voit comment le roi Abdallah, en fait, essaye de négocier, évidemment, en secret, puisqu'il ne peut pas se confronter à la Ligue arabe ouvertement, mais il essaye de négocier, en effet, la récupération de ce territoire et on va dire un accord avec Israël, histoire que les choses se passent bien. Voilà. Et tout ça échoue. Exactement. Abdallah rencontre à plusieurs reprises à Amman ou sur le Jourdain, secrètement à 3 reprises, les émissaires israéliens. Quel est l'échange entre eux ? C'est « laissez-moi m'emparer de la Palestine arabe », et je vous promets que je ne vous attaquerai pas sur les lignes qui vous ont été dévolues par l'ONU. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Sauf à Jérusalem, où là, il y a une pomme de discorde.
Et donc la Transjordanie a abandonné, l'Égypte a abandonné, mais ce sur quoi il faut insister, c'est que cet émirat de Transjordanie a été créé par les Anglais en 1922 de façon artificielle. Oui. La Transjordanie, c'est la Palestine. Mais la Transjordanie, c'est 80% de la Palestine. Et en amputant la Palestine d'une telle portion de son territoire, les Anglais ont rendu le problème insoluble. Bien sûr. Et il l'est encore aujourd'hui insoluble. D'ailleurs, tant qu'on s'obstinera à penser une solution entre Israéliens et Palestiniens, on ira droit à l'échec. Il faut penser une solution à trois. Alors justement, tout ce récit que vous faites jusqu'en 1950, comment il nous permet, selon vous, de lire la situation actuelle qui, en effet, apparaît totalement insoluble et dont on a l'impression, alors qu'il y a pu y avoir au début des années 2000, ou fin des années 90, Oui. un peu d'espoir. Oui. On avait l'impression que peut-être on pouvait aller vers, disons, un début de paix. On a l'impression aujourd'hui que non seulement les choses sont bloquées, mais qu'elles vont empirer. C'est vrai. Quelles leçons on peut tirer de cette période que vous décrivez, 1870-1950, pour comprendre la situation d'aujourd'hui? Mais la première chose, surtout, par un travail d'historien, pas un travail militant, c'est de comprendre que la situation est complexe et qu'on n'est pas dans le manichéisme. Il y a les bons, les méchants, le bien, le mal, le blanc, le noir. C'est pas ça du tout. Or, le drame de cette histoire, c'est que c'est devenu une question idéologique. C'est devenu une ligne de fracture. Vous avez, c'est presque l'affaire Dreyfus. Vous avez les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Bon. En réalité, la plupart d'entre eux, je m'en suis souvent aperçu dans les discussions, connaissent pas du tout les origines. Ils connaissent depuis la guerre de 67. Premièrement, sortir des mythologies et sortir du manichéisme. Deuxièmement, voir ce qui s'est passé avec la Nakba, en particulier, et avec la création d'Israël, et pourquoi ça s'est passé comme cela. Pour mieux comprendre le fait qu'on n'a pas affaire forcément à une nation de tortionnaires, de sadiques, d'épouvantables violenteurs des droits de l'homme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça ne signifie pas excuser les expulsions ni les massacres, pas du tout. Mais il s'agit de comprendre simplement, sans juger. Et à partir de là, plus on comprend la Genèse, et mieux on dégage des solutions pour l'avenir. Et l'une des solutions que je vois pour l'avenir, cette question très modestement, il est possible que je me trompe radicalement, c'est qu'il n'y aura pas de solution si on n'inclut pas la Jordanie qui fait partie de la Palestine, d'abord démographiquement, la majorité des Jordaniens sont palestiniens, 70%, et géographiquement, la Jordanie, c'est la Palestine. Si on s'en tient au récit biblique, 3 des 12 tribus d'Israël sont dans la Jordanie actuelle, enfin dans la Cisjordanie actuelle, si vous voulez. Non, pardon, dans la Jordanie actuelle. Donc ça, c'est l'une des voies vers lesquelles il faut aller, c'est qu'il faut prendre le problème beaucoup plus haut, sur une plus grande échelle, pour essayer de trouver une solution. Est-ce encore possible dans la mesure où l'histoire a créé finalement, une forme de conscience nationale palestinienne spécifique, ce qui en effet n'était pas au départ, était plus complexe. C'est vrai. Il existe aujourd'hui une nation palestinienne spécifique, mais cette identité palestinienne, elle est aussi, on la retrouve également du côté jordanien, où la plupart des gens sont d'origine palestinienne. Ce sur quoi il faut, je crois, réfléchir le plus, c'est de sortir de ce manichéisme tranché entre les uns et les autres et essayer également d'inclure dans son analyse, au-delà des motifs, au-delà des griefs territoriaux, les expulsés, les réfugiés, la Nakba, tout ça c'est parfaitement vrai, les spoliations, plusieurs autres dimensions qui sont oubliées mais qui sont corrélatives de ce conflit. Il y en a 2 auxquelles je pense. C'est premièrement qu'une grande partie de l'exode des Juifs du monde arabe est malheureusement le résultat de cette tragédie. Donc il faut aussi inclure cela et le mettre ça sur la table quand il s'agira de négocier. Il faut négocier tous les problèmes en même temps. Et la deuxième dimension qui est rarement vue, sauf par quelques historiens, je pense à Nathan Weinstock en Belgique, qui a vraiment vu cela de près, mais d'autres qui sont d'excellents historiens israéliens, je pense à Benny Morris, qui est vraiment le meilleur historien sur le conflit de 1948, il ne le voit pas cette dimension malheureusement, alors qu'il est très bon sur tout le reste. C'est la dimension du dhimmi. On ne peut pas oublier que ce conflit oppose des musulmans à des juifs dhimmi. Et qu'un juif dhimmi se redresse, est une volonté d'autonomie et d'indépendance nationale, devienne un guerrier, et de surcroît un guerrier victorieux contre des musulmans, et qu'aujourd'hui, dans la situation de cette tragédie israélo-palestinienne, il domine des musulmans et les commande, c'est quelque chose d'impensable anthropologiquement. Oui, vous expliquez très bien comment cette dhimma, c'est-à-dire le statut de dhimmi, imprègne la mentalité des populations arabo-musulmanes qui sont sur cette terre. Et que, donc, dans leur idée,
les chrétiens et les juifs sont en fait ne peuvent pas être à égalité et qu'il y a Voilà. une sorte de conflit cognitif pour eux. C'est le mot-clé. Est-ce que l'islam accepte l'égalité entre musulmans et non-musulmans? Voilà, c'est la question clé. Non. La réponse est non. C'est tout. La réponse est non. Donc pour les chrétiens, pour les juifs, c'est un statut d'infériorité. Alors on pourra me dire, mais la dîma n'existe plus en loi. C'est tout à fait juste. La dîma a même été abolie par l'Empire ottoman au milieu du 19e. Et de fait, aujourd'hui, les territoires ayant été colonisés puis indépendants, la dîma dans le droit n'existe absolument pas. Mais dans les têtes, elle perdure. C'est-à-dire que on oublie, parce que nous sommes dans une histoire très marquée par le positivisme, le poids des mentalités, qui est extraordinaire. Je ne sais plus de qui est cette phrase, je ne sais pas si c'est de Marx ou d'un autre, que les morts pèsent d'un poids très lourd sur l'esprit des vivants. C'est fondamental, cette histoire-là. Ce sont des gens sur la longue durée, d'un Chaunu, d'un Brodel, etc., ont très bien compris cela. Et aujourd'hui, chez un certain nombre d'historiens qui font de l'histoire immédiate, c'est complètement passé sous silence. L'histoire des mentalités, l'histoire culturelle, qui n'est pas une version du racisme, comme on ne manquera pas de nous le dire. Je connais très bien Larry Tournelle. Bon, l'histoire culturelle, c'est central dans l'histoire des conflits en général, et dans toute histoire, d'ailleurs, on ne peut pas en faire l'économie. Aujourd'hui, on voit l'évolution de l'État d'Israël. Vous avez souligné à quel point les sionistes dont vous décrivez les actions dans les années 1920-1930 n'étaient pas religieux, oui, au sens où on le voit aujourd'hui. Absolument. Là aussi, cette évolution-là, vous la lisez comment? Parce qu'elle complique énormément la donne. Elle rend le problème encore plus insoluble. C'est pour l'État d'Israël et pour les Palestiniens, c'est un drame, l'évolution actuelle. Je la lis de deux façons, qui sont liées d'ailleurs. Premièrement, c'est qu'à force d'absence de solution, on se radicalise et on s'enfonce dans la violence, puisque désormais il n'y a aucune solution, il n'y a aucun dialogue, rien, jamais n'aboutira à un accord, alors qu'effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1999, avec le président Clinton, Arafat et Barak, on n'était pas loin d'un accord, quand on regarde bien ce qui était proposé. Puis et en 2009, idem avec Olmert. Et au dernier moment, les Palestiniens disent non. D'ailleurs, ils avaient déjà dit non au livre blanc de 1939, qui était un livre blanc. Qui pourtant était dans leur faveur. C'est là aussi, c'est très frappant. Il y a systématiquement une sorte de radicalité dans le sens où l'idée est qu'on n'a pas à négocier. Il y a le sentiment en fait d'être totalement légitime à dire c'est notre terre, nous ne voulons rien et nous n'accepterons rien puisque c'est chez nous. Voilà, absolument. C'est cette impossibilité d'accepter l'altérité juive et d'accepter que les Juifs aient un droit quelconque sur cette terre. Ils les voient comme des envahisseurs au même titre que les Algériens, que disons que les Berbères d'Afrique du Nord verraient les Français. Ce qu'on peut comprendre dans la mentalité, si on se replace dans la mentalité de ces gens qui sont paysans pauvres et qui sont dans des difficultés, de voir arriver des populations. On arrive à imaginer ce que peut être, ce que peut être le choc que cela Sauf que ces populations, dans leur esprit, ont un lien profond avec cette terre, on le sait, mais que dans l'islam lui-même, dans un grand nombre de sourates du Coran, l'islam reconnaît le droit des Juifs sur cette terre. Et c'est pour ça que j'ai cité la lettre de l'ancien maire de Jérusalem, Al-Khalidi, qui écrit au grand rabbin de France pour dissuader Théodore Herzl, pour le dissuader de s'enfoncer dans ce projet utopique, chimérique. Il commence sa lettre par ces mots extraordinaires. Il dit « Mon Dieu, à la vérité, nous ne pouvons pas le contester, c'est bien votre terre. » Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que dans l'islam lui-même, ils reconnaissent bien qu'il y a une légitimité juive. Mais ensuite, c'est autre chose sur le terrain, bien sûr, de le reconnaître. Donc ça, c'est, pour en revenir à votre question, comment en est-on arrivé là? L'absence totale de solution, alors qu'au dernier moment, on pouvait espérer qu'ils avaient pratiquement tout, y compris même Jérusalem-Est, et qu'au dernier moment, ils ne signent pas, parce que signer, c'était reconnaître le fait national israélien. Et ça, c'est impossible. Il y a donc une révolution anthropologique ici qui n'a pas été faite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point côté juif, la victoire de 67 et la victoire de 73, et surtout 67, qui est vécue comme une histoire miraculeuse. Bon, ils se sont vus à la veille d'une nouvelle Shoah. Et peu importe qu'ils aient raison ou tort, l'important c'est comment ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu comme ça. En 73, ils ont frôlé la catastrophe durant les 3 premiers jours de la guerre. Dayan disait le 3e temple est menacé. Bon, c'était clair. Et ils voient ces 2 victoires comme des victoires miracles. Et d'une certaine façon, tous ces sionistes religieux qui ont gagné en importance, désormais prennent beaucoup plus d'assurance pour dire c'est notre terre et nous allons progressivement nous implanter ici et là en Cisjordanie. Et c'est le début des grandes implantations
qui rendent le problème encore plus insoluble aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la radicalisation juive, elle suit la fermeture arabe absolue à toute solution. C'est un peu, si vous voulez, au moment de la Révolution française, je suis injuste ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à la radicalisation révolutionnaire. C'est un peu quand le réel commence totalement à s'enquister, à patiner comme à l'automne 93, eh bien, on verse dans l'utopie. Quand Saint-Just écrit ces fragments révolutionnaires utopiques, c'est parce que la révolution, comme il le disait, est glacée. La révolution est figée. Donc, à chaque fois que l'utopie prend le relais sur le réel, c'est que le réel est bloqué. Eh bien ici, quand le messianisme prend le relais du sionisme laïque, c'est que le sionisme laïque n'a pas réussi à signer la paix définitivement avec les Arabes. Et c'est ça qui est dramatique. Pourquoi ? Parce que tout le mouvement sioniste, depuis au moins jusqu'à la création de l'État, a toujours mis en garde, attention, le sionisme n'est pas un messianisme. Et aujourd'hui, avec un certain nombre de ceux qui sont au gouvernement en Israël, ils ont tendance à l'oublier. Et cette évolution-là, elle est très inquiétante et dramatique. Je ne pense pas qu'elle soit irréversible. La société israélienne est une société extrêmement mobile, dynamique, vivante, qui est très, très résiliente, comme on dit aujourd'hui, très réactive. On le voit bien dans les manifestations. Je n'y crois pas du tout. C'est une société éminemment moderne, profonde et profondément laïque, contrairement à ce que l'on pense. Les Ben-Gvir, les Smotrich, etc., représentent une toute petite partie de l'électorat. Mais par le jeu des alliances, ils ont aujourd'hui un pouvoir démesuré. Sauf que ce que vous racontez là, c'est en effet l'impossibilité dès le départ, enfin l'incapacité de deux populations à vivre ensemble. Ça n'a pas pris, quelles que soient les raisons. Aujourd'hui, Israël tel qu'il est a une population d'Arabes israéliens qui est démographiquement importante, de plus en plus importante. Est-ce que le risque, ce n'est pas justement de voir à l'intérieur de cet État d'Israël une forme de partition? C'est-à-dire, est-ce que l'État d'Israël que vous décrivez, laïque et moderne et progressiste, n'est pas menacé par ça, dans le sens où il risque d'avoir à choisir entre un État juif ou un État démocratique? Oui, tout le projet du sionisme, ça a été de marier les deux notions, de ne voir aucune antinomie entre État juif et État démocratique. Et aujourd'hui, ça reste un État démocratique parce qu'il y a 2 millions d'Arabes israéliens, de Palestiniens d'Israël, comme ils s'appellent eux-mêmes, c'est très juste d'ailleurs comme dénomination, qui sont intégrés dans la société israélienne. On est très loin de l'épouvantail de BDS, l'apartheid, etc. Quand vous allez en Israël, vous allez dans n'importe quelle pharmacie, les pharmaciens sont des Arabes israéliens. Dans le système de l'hôtel, dans l'hôtellerie, ce sont des Arabes israéliens. Donc, ils sont complètement intégrés dans le tissu israélien. Ce qu'on a vu en 2021, c'est des émeutes dans les villes mixtes. Oui. Donc là, il y a un risque. Mais ça ne s'est pas terminé par des pogroms et des chasses à l'arabe. Ça a été très vite éteint. Et globalement, l'entente, qui est une entente fragile, hein, l'entente a bien repris. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans l'avenir? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, l'État d'Israël, ses structures démocratiques tiennent. Et c'est pour ça que si demain il y avait une négociation, il faudrait mettre sur la table tous les problèmes, y compris la question des Arabes d'Israël qui ne voudraient pas rester israéliens, par exemple, et qui voudraient passer du côté de la Palestine. Donc, il ne faut s'interdire aucune solution et certainement pas la modification des frontières et les transferts de population des deux côtés. J'allais dire, c'est-à-dire que là, on a de toute façon des territoires qui désormais sont totalement mités. Et aucun pouvoir politique israélien n'a réussi, quelle que soit sa volonté, à arrêter la colonisation, les implantations. Souvenez-vous de Gaza, en 2005, Sharon a pris cette décision unilatérale, il a retiré les 12 implantations et les 5000 Israéliens qui vivaient là, par la force, ils ne voulaient pas partir, ça a été très très violent, très dur, et ça s'est malgré tout passé, et ils l'ont obtenu. Forcément, une solution quelle qu'elle soit, sera une solution violente, c'est-à-dire qu'il y aura des déplacements de population des Juifs vers des zones juives, des Arabes vers des zones arabes, mais ça, c'est préférable à la guerre. En 1922, entre Grecs et Turcs, il y a eu des échanges de population considérables d'entre 1 million de Grecs vers la Grèce continentale et 400 000 Turcs vers la Turquie continentale. C'est très douloureux, c'était des gens installés là depuis des siècles et des siècles. Le résultat, c'est qu'on n'a pas eu de guerre gréco-turque depuis 1922. Donc je crois que toute solution est préférable à la guerre, parce que là, sinon, on va vers la guerre à perpétuité. Oui, c'est-à-dire que ce que vous prenez, c'est une forme, j'allais dire, de monopole de la violence par les États, la communauté internationale, etc., pour éviter la violence. Pour éviter qu'on s'enquise dans un conflit qui, à terme, de toute façon,
verra la fin de l'État d'Israël. Est-ce que la communauté internationale est prête à ça? Est-ce que la communauté internationale, les différents pays qui pourraient agir, sont dans un moment où ils pourraient envisager cette solution où, clairement, comme il semble, c'est le cadet de leurs soucis? Je suis un peu sceptique. Ouais. Je pense que le cadet de leurs soucis, c'était déjà le cadet de leurs soucis jadis, et au dernier moment, au pied du mur, il s'avère très rapidement que c'est le cadet de leurs soucis. On l'a bien vu lors de la guerre du Kippour, lorsque l'armée israélienne était à court de pièces détachées et de munitions, qui a été une situation très grave au 8e jour de la guerre. Les Américains ont établi un pont aérien depuis les États-Unis jusqu'à Israël, et ils ont demandé aux bases de l'OTAN en Europe le droit d'escale. Tous les États européens ont refusé, tous, sauf un, le Portugal. Tout le monde l'a oublié, pas les Israéliens. Ça veut dire qu'au pied du mur, l'État d'Israël ne doit pas se faire d'illusions, il risque d'être très seul. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux une solution dure et radicale maintenant, plutôt que l'enquistement dans la guerre, en particulier quand les messianistes se mêlent de politique. Je termine par une question beaucoup plus franco-française. Dans les années 1990 et au début des années 2000, il y avait énormément d'intellectuels français juifs qui prenaient part au débat. Il y avait, j'allais dire, oui, une pensée juive de gauche. On a l'impression qu'elle a largement disparu, on ne l'entend plus. Pourquoi? Ce n'est pas forcément lié au conflit. Je pense qu'elle a en grande partie disparu, vous avez raison, et ça n'est pas lié au conflit, c'est lié à la situation française. La situation française, vous la connaissez très bien. Vous avez évoqué les territoires perdus tout à l'heure. Depuis les années 2000, a montré une gauche qui a fermé les yeux sur la vague antisémite, la déferlante en France depuis 2000, l'intifada et puis tout le reste, et puis finalement ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y a moins d'incidents parce qu'il n'y a plus d'enfants dans les écoles publiques du 93, il y a plus de juifs dans le 93, ils ont perdu 90% de la population juive, donc effectivement il n'y a plus d'incidents. Bon. Et ce sentiment d'abandon, pas ce sentiment, cette réalité de l'abandon-là par une gauche qui avait toujours été à la pointe du combat contre l'antisémitisme, ça a été une blessure terrible. Qu'ensuite cette gauche-là a épousé le narratif arabe et le narratif palestinien sans y voir de plus près et sans voir la complexité du problème, ça a été une deuxième blessure. Mais je crois que ces deux blessures-là réunies font qu'il y a tout un optimisme de la pensée de gauche juive qui n'est plus de mise aujourd'hui, si vous voulez. Il y a une désillusion, il y a un désenchantement, mais je dirais même que ce désenchantement et cette disparition de la pensée juive de gauche, c'est le désenchantement de toute la gauche française d'ailleurs, et de toute une partie de la société française. D'ailleurs, je dirais même que ce qui arrive aux juifs aujourd'hui, on l'a souvent parlé du canari dans la mine, c'est vrai, ce qui arrive aux juifs aujourd'hui, en fait, arrive à toute la société française. Les gens me disent souvent, vous êtes inquiet pour les juifs de France? Je dis non, je suis inquiet pour les Français de France, moi. Profondément, c'est ça qui est inquiétant, c'est l'avenir du pays, pas l'avenir des juifs de France seulement. Merci beaucoup Georges Bensoussan, et j'y insiste vraiment, ce récit est extrêmement méticuleux, objectif, il est fondé sur des faits et il permet à chacun de retourner aux origines du problème, donc il est absolument nécessaire, c'est un que sais-je, et en effet il nous apprend énormément les origines du conflit israélo-arabe. Merci beaucoup.